Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc achever cette présentation de la civilisation russe avec cette vidéo numéro 4 et nous allons immédiatement aborder un thème dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici, très, très rapidement, très sommairement, mais quand même ça donne un petit éclaircissement sur la langue russe. Donc, voici, dans le cadre de la culture, le premier thème, la langue russe. Après la démographie et la religion, nous verrons ensuite ce qui suit. L'écriture russe est basée sur l'alphabet dit cyrillique, formalisé par un moine bulgare qui connaissait l'alphabet grec. Oui, à partir de deux sources, latin, grec d'une part et slave d'autre part. Voici la source slave avec des symboles que les peuples latins ne connaissent pas. Voici la source latine grecque où bien évidemment nous identifions le N, le O, le P, le K, le H, le E, le D, le C, bon, etc. Bon. Et voici le résultat en cyrillique, c'est-à-dire la combinaison des deux. Euh, on peut reconnaître certaines lettres, le A, bien sûr, voilà. Euh, Apparemment le B, le C, le D, le E, le F qui est très spécial. Voilà, bon. En tout cas, c'est une combinaison de deux alphabets, l'un latin-grec, l'autre slave, le cyrillique qui est la langue officielle de l'État russe. Donc, ça nous donne le P, R, le O, E, oui, parce qu'il y a la prononciation aussi. Le C, S, S, ça c'est un I, et ça c'est le symbole IA. Ça fait Russia, Russia. En plus, il y a l'accent tonique. Bon, voilà une application. La littérature maintenant, plus joyeux. Donc, la littérature russe est d'une richesse digne de la française. D'ailleurs, plusieurs écrivains russes ont fréquenté les écrivains français, notamment au XIXe siècle et au XXe aussi. Nous en avons fait une synthèse, disponible en version papier sur notre site de culturesociétale.com. Avoir une synthèse, c'est toujours très utile. Marina Tsvetaeva, ici, Solzhenitsyn, là. Pouchkine doit y être, peut-être. Voilà. Ça, c'est un tableau qui est à Moscou, dans un musée. J'ai beaucoup aimé le violet et le jaune. La littérature, donc, parmi les très grands noms, les très très grands noms, citons Tolstoï, avec sa grande barbe, sur un banc chez lui, Isnaya Polenia, Nicolas Gogol, voilà, Nicolas Gogol, Pouchkine, qui a été tué par un officier français en duel, Pouchkine, Dostoïevski, bien connu, Lermontov, moins connu, affecté en tant que militaire, je crois, dans le Caucase, et Anton Tchekhov, connu aussi, bien connu, grand écrivain, aussi, Dostoïevski, Tchekhov. Je n'ai cité que, je ne vais pas parler de la musique, ça va venir après, oui, oui. Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature 1970, et son grand ami Philippe de Villiers, vicomte, voilà. Alexandre Solzhenitsyn, le pavillon des cancéreux, j'ai pris ce livre-là, mais il y a l'archipel du Goulag qui est aussi célèbre. Voilà. Voici.
Philippe de Villiers. Voilà Philippe de Villiers au bord de la mer Noire à Sotchi, invité dans la villa des Tsars, la villa d'été des Tsars par Vladimir Poutine, en train de discuter et de rire un peu et de plaisanter. La rencontre a été motivée par la vente d'un modèle comparable au Puy du Fou aux Russes. Et Vladimir Poutine a dit, je ne sais pas comment vous allez jouer la bataille de la Moscova. Est-ce que c'est une victoire française ou une victoire russe? Pour nous, elle est russe, pour vous, elle est française. Et il rigolait en disant ça. Voilà. Enfin, il rigolait, il souriait plutôt. Car en russe, on sourit beaucoup. Enfin, on sourit plus qu'on ne rit. Musique, la musique. Donc, Tchaïkovski, la Glycine, bien connu. Rubinstein, connu. Rimsky-Korsakov, connu. Rachmaninov, bien connu. Stravinsky, bien connu. Rostropovitch, mur de Berlin, bien connu aussi. Pour ne citer que quelques noms, mais c'est des noms que tout Français a entendus. Voilà. Le cinéma, pour les amateurs de cinéma. Alors depuis les origines, avec Sergei Eisenstein et le cuirassé Potemkin, c'était une commande de Staline, ça. Ensuite, Mikhail Kalatozov, Quand passent les cigognes, Palme d'or à Cannes, en 58, Palme d'or, hein, quand même. Quand passent les cigognes, ça va être intéressant, je ne le connais pas. Plus récemment, Alexei Mizgirev, le voici. Alexei, oui, voilà. Bouba Baraban, ah oui, pardon, Bouba Baraban, oui. Bouba Baraban, 2009, raconte l'histoire d'une bibliothécaire au salaire de misère qui, pour améliorer l'ordinaire, vole les livres de sa bibliothèque pour les revendre aux voyageurs de train, ce qui est un crime crime moral dans l'identité russe. La bibliothécaire va jusqu'à proposer à la vente les livres d'Alexandre Pouchkine, le héros national, le père de la langue russe. Il en fallait un, et c'est Pouchkine qui a été choisi comme le héros national de l'identité russe littéraire. Oui, donc c'est ce que fait ce bibliothécaire pour cause de misère. C'est le symbole même de la misère extrême de vendre les livres, y compris de Pouchkine. Le cinéma russe est assez fin. Je vous recommande Tarkovsky, l'immense Tarkovsky, et notamment Solaris, qui est un de ses chefs-d'œuvre. Tarkovsky. Il nous reste à voir la gastronomie de manière un peu plus étendue. Gastronomie, il y a des timbres dessus. La gastronomie. Si la cuisine française est seule classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, la cuisine russe mérite quand même intérêt. Elle comporte des soupes. Voilà le célèbre borsch, avec de la betterave, de l'aneth et de la crème. De l'aneth et de la crème. C'est très bon. C'est très frais. Oui, alors la particularité, c'est que, évidemment, c'est pas la simplification qui nous est venue après 45 du beefsteak pomme de terre frites. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est de la vraie cuisine, c'est de la gastronomie. C'est de la cuisine recherchée. Et c'est toujours des mélanges, c'est pas le beefsteak pomme de terre frites. C'est toujours, un peu comme les Chinois d'ailleurs, des légumes avec de la viande, mais en tout petits morceaux. Les chi, je crois, à saveur acidulée à cause du chou à choucroute, longuement mijoté. Il y en a toute une variété. On voit du persil, petrouchka, de l'oignon, louk, etc., etc. Voilà. Elle comporte des salades composées, dont la salade russe, nommée en Russie
salade olivier. La voici. Petit pois, sans doute. Ouais. Œufs, pommes de terre, salade olivier. Il y a des hors d'œuvre nommés zakouski. C'est joli comme tout. C'est joli comme tout. Tout ça. Ah, c'est de la gastronomie. Les Russes, au 19e siècle, en 1800, en 1700 et quelques plutôt, ont beaucoup copié sur les Français. Dans les plats à viande, on peut citer les pilmines, voilà, sorte d'oreiller farci à la viande par exemple. Les côtelettes, c'est le mot français qui a été employé mais pour désigner autre chose, donc des beignets de viande. Le fameux bœuf stroganoff, du bœuf coupé en lanières et cuisiné, mariné avec toute une sauce. C'est le comte Stroganoff qui avait commandé à son cuisinier français une recette particulière de bœuf. Et donc le cuisinier français a inventé ce qui allait plaire à son maître, le comte, et c'est devenu le bœuf Stroganoff. Ensuite, il y a des cachas, par exemple au sarrasin. Ah, c'est très bon pour la santé, ça. Au sarrasin, cacha. On trouve parmi les desserts les vatrouchkas, sorte de briochette garnie de fromage blanc pressé. On la trouve nature, ou aromatisée au citron ou à la vanille, agrémentée de raisins secs ou de fruits rouges, confits ou non, parfois remplacée par du miel et des graines de pavot. Elle peut aussi se présenter sous la forme d'une tarte composée d'une pâte feuilletée ou sablée. Ouais. Autrement dit, il y a beaucoup de variantes. Évidemment, c'est toujours très bon. La vatrouchka. Le pain. La Russie est un grand producteur de blé, on l'a vu dans la rubrique agricole, et autres céréales, a traditionnellement le goût du pain souvent complet. Voilà. Boublik, pain agrémenté de graines de sésame ou de pavot. Ça va être très bon. Magnifique toile, tapisserie. Voilà. Et aussi les pains sucrés comme ceci, alors je ne me souviens plus, mais les pains au raisin, il me semble, sont d'origine russe. On les a adoptés en France, sans doute autour de 1900, quoi. Peut-être avant. La boisson, la célèbre vodka, le musée de la vodka de Verkhny Mandrogy, au nord de la Russie. C'est un musée où il y a toutes les bouteilles, en tout cas, les bouteilles de vodka historiques, pour les grands amateurs de vodka. En supermarché, il n'y a que l'embarras du choix aussi. Hein. Oh, c'est une grande... c'est la boisson nationale, comme le whisky pour les Écossais, comme le vin pour les Français. Sauf que là, c'est un alcool costaud. Une boisson courante et peu alcoolisée, le kvass, qu'on trouve même dans la rue. Kvass, voilà. La femme vend le kvass, voilà, sa citerne, elle remplit des bouteilles, et les gens viennent lui prendre le kvass. C'est bien ça. Le kvass est fabriqué par fermentation naturelle du pain, fait avec du blé, du seigle ou de l'orge, et il est souvent parfumé avec des fruits. Parfumé à la fraise, à la pomme, au citron, aux érelles ou à la menthe. Le kvass contient très peu d'alcool, sa teneur maximale est de 2,2. Autrement dit, c'est pas alcoolisé, quoi. C'est presque pas alcoolisé. Voilà le kvass. Aromatisé. C'est bon. Eh bien, avec cette gastronomie
nous en avons fini avec ces 4 vidéos sur la Russie. Vous pouvez approfondir, ça ne manque pas de documentation. Hein. Donc, voyage en Altaï, par exemple, pour les grands marcheurs. L'Altaï. Objectif russe, apprendre. Parce que, évidemment, quand on va dans un pays, si on connaît quelques mots, ça vaut mieux. Voici une carte de Russie, imagée, avec Saint-Pétersbourg, Moscou, Vladivostok, le transsibérien, le petit train qui fait toutes les montagnes, le Baïkal. Oui, voilà. Le Kamtchatka, avec des sapins, les poupées russes, babouchka, les grands-mères, etc. Et bien sûr, peut-être un jour, même sûrement, je vais compléter ce montage par la Sibérie qui mérite en elle-même un ou deux ou trois ou quatre PowerPoint, parce que le terme Sibérie est bien connu des Français pour un froid de Sibérie, mais ça s'arrête là. Alors que il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, si vous voulez lire l'exploration de la Sibérie, vous l'avez. Et vous avez mon résumé de lecture d'un que sais-je, je crois, sur la Sibérie. Voir notre site culturesociétale.com pour ça, la rubrique livre. Pas la rubrique des 800 heures de cours. Hein. Voilà. Voilà. Ben, cela dit, nous en avons ainsi fini avec la civilisation russe. Au total, ça doit faire maximum 1h30, ce que j'ai fait. Là, en 4 vidéos, 20 minutes multipliées par 4. Ouais, maximum 1h30, maximum, même pas. 1h15 par là. C'est peu pour une pareille civilisation, mais c'est déjà mieux que rien. Et c'est ciblé sur l'essentiel et de manière pédagogique, comme vous avez pu vous rendre compte avec les cartes de géographie et tout le reste. Voilà. Bien. Y compris pour l'histoire d'ailleurs, qui mérite d'être rappelée. Voilà. Eh bien, ceci étant dit, nous sommes en dessous des 20 minutes pour ce montage, c'est très bien. Je vous dis au revoir et je vous souhaite de lire Tchekhov ou Dostoïevski ou Gogol ou autre, ou Tolstoï bien sûr, Anna Karenine ou d'autres. Voilà. Bien, bonne continuation pour vos activités et je vous dis au revoir pour sans doute le montage sur la Sibérie qui achèvera cette civilisation particulière. Voilà. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.